Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle masterclass d'Arte Campus. Nous sommes aujourd'hui en direct du Collège de France. Nous sommes en présence de l'astrophysicienne Madame Françoise Combe. Bonjour. Je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes professeur ici au Collège de France sur la chaire Galaxie et Cosmologie. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences et vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris sur la formation et l'évolution des galaxies, ainsi que sur des modèles de matière noire. Voilà. Bonjour à tous. Je vais essayer de donner quelques aspects de la matière noire. Alors déjà, dans cette première présentation, la première diapositive, vous voyez que qu'est-ce que c'est que la matière noire? En fait, on dit la matière noire parce qu'elle ne rayonne pas, elle n'interagit pas avec la lumière, elle n'absorbe rien du tout, et elle serait plutôt appelée transparente, ce serait beaucoup mieux, parce qu'il est possible qu'il y en ait dans cette pièce ici, on ne la verrait pas du tout, donc elle est transparente en fait. Mais comme vous voyez sur la petite image de gauche, j'ai représenté deux galaxies, et c'est l'image qu'on se le fait, c'est-à-dire qu'il y a un halo de matière noire autour des galaxies qui entoure, qui baigne en fait ces galaxies. Comment on la détecte, puisqu'on ne la voit pas? Eh bien, elle interagit uniquement par la gravitation. Donc, les particules dans une galaxie tournent autour du centre de la galaxie avec une certaine vitesse, et la vitesse est très grande, et ça nous permet de dire qu'il faut beaucoup plus de masse que la masse visible pour équilibrer cette galaxie. Alors, il y a aussi dans l'image de droite un des moyens de la détecter, cette matière noire, c'est la déviation des rayons lumineux par la matière. Donc ici, on a un exemple, une image du télescope spatial Hubble, où on voit des arcs lumineux. Ces arcs lumineux, c'est les galaxies de fond, très loin, dont la lumière est déviée par l'amas de galaxies que vous avez devant. Vous avez des galaxies proches, là, qui sont la plus grosse de l'amas qui est ici, au centre, et puis vous avez des tas de galaxies qui font partie d'un groupe qui est un amas de galaxies. Et cet amas de galaxies est assez massif, et donc la lumière des galaxies de fond est complètement déformée. C'est une lentille gravitationnelle, un peu comme une lentille optique qui dévie les rayons lumineux. Et donc on voit des tas d'arcs lumineux. Et c'est ça qui permet de détecter combien il y a de matière noire dans cet amas. Alors déjà, pour placer un peu la scène, quel est le contenu de l'univers? Combien y a-t-il de matière noire? En fait, quand on parle de matière ordinaire, on appelle ça des baryons. Pourquoi? C'est le mot grec qui veut dire lourd. C'est des particules lourdes, c'est-à-dire des protons, des neutrons. C'est exactement la matière dont nous sommes faits nous-mêmes. La matière ordinaire qu'on a l'habitude de voir. Et ce qu'on voit tout de suite dans ce camembert, c'est que nous représentons 5% du contenu de l'univers. Donc c'est très peu, hein, on est très humble. Et en fait, la matière noire, vous voyez le vert ici, c'est 25% du total. Et puis quelque chose dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais il faut le savoir quand même, c'est 70% du contenu de l'univers, c'est de l'énergie noire. Alors, il ne faut pas confondre, hein. Énergie noire, il n'y a pas de masse, mais il n'y a que de l'énergie. On a inventé cette énergie noire, en fait, lorsque, en 1998, on s'est aperçu que l'expansion de l'univers, à partir du Big Bang, était accélérée. Auparavant, on pensait qu'il n'y avait que de la gravitation, que de la masse, et donc la masse attire. Et donc, on aurait dû avoir comme un soufflet qui monte, qui va redescendre par l'attraction de la masse qui est dans tout l'univers. Eh bien non. L'accélération de l'expansion, on l'a démontré en 1998. Donc, on a été obligé de penser qu'il y avait un composant qu'on appelle l'énergie noire, qui a une force répulsive en quelque sorte et qui accélère l'expansion. Donc, on a besoin de ça. Vous voyez qu'on est à 70%. Alors, quand je parle de masse et de contenu, en fait, l'ensemble est quelque chose de très, très vide, en fait. Si on a la densité de l'eau qui fait 1 gramme par centimètre cube, ici on a 29 ordres de grandeur en dessous, c'est vraiment du vide très très poussé. Mais nous sommes sur Terre et puis dans le système solaire des éléments très denses de l'univers. Alors comment on a-t-on détecté cette matière invisible, cette matière noire? C'est vraiment une longue histoire. On fait remonter à Fritz Zwicky. Fritz Zwicky était un astronome suisse qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, en Californie. Mais, bon, comme vous le voyez sur cette image, il avait un caractère impossible. Il méprisait pas mal tous ses collaborateurs et ses étudiants et il les appelait imbéciles sphériques. C'est-à-dire, quel côté que vous voyez, ils sont imbéciles. Bref, ça, c'est juste la petite histoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand même? Il avait des idées géniales de temps en temps. Et regardez avec le télescope qui est en Californie, par effet Doppler, il regardait la vitesse des galaxies dans un amas. Par exemple, l'amas de Coma, que j'ai représenté ici par un petit
cartoon. Et ces galaxies ici ont des vitesses les unes par rapport aux autres d'environ 1000 km par seconde. Et donc, on a des effets Doppler. La lumière qui vient vers nous est plus bleue, la lumière si la galaxie s'en va, la lumière est plus rouge, ainsi de suite. Donc, il a pu calculer la masse qu'il fallait pour maintenir l'amas ensemble. Et cette masse était bien plus grande que la masse visible. Il y avait un rapport 100 fois plus de masse invisible que de masse visible. Vous voyez, c'est énorme. C'était bien plus grand que les barres d'erreur. Aujourd'hui, comme on a vu dans le petit slide précédent, on a un facteur 5 entre masse invisible et masse visible. Là, il y avait un rapport 100. Alors, pourquoi il y avait un si grand rapport? C'est qu'il ne regardait que la matière, que la lumière visible. Le jaune, le bleu, le rouge, etc., ce qu'on peut voir à l'œil. Et depuis, on a fait tout le spectre électromagnétique, des ondes radio jusqu'aux rayons X, rayons gamma. Et en rayons X, lorsqu'on a pu lancer dans les années 60-70 des télescopes à rayons X, on s'est aperçu que les amas avaient un rayonnement énorme de rayons X thermiques, de gaz très chaud à 100 millions de degrés. Donc c'est vraiment un rayonnement thermique. On a pu en déduire la masse de ce gaz chaud. Et ce gaz chaud fait 10 fois plus que la masse des galaxies réunies. Donc finalement, la masse des galaxies que vous voyez Fritz Zwicky était négligeable dans la masse de la masse. Et il y avait 10 fois plus de masse. Mais quand même, on a un rapport, même s'il y a un facteur 10, ça fait un rapport 10. Donc c'était un peu trompé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 5 fois plus, parce qu'on a regardé tout le spectre. Il y a de l'UV, quelque chose qui est au-delà du spectre visible, mais on en a pris beaucoup plus. Et puis, comme Fritz Zwicky était quand même un peu fantasque, personne ne l'avait cru. Il ne croyait pas au Big Bang non plus, donc ça ne lui donnait pas beaucoup de crédibilité. Il a fallu attendre Vera Rubin, que vous voyez ici, même dans les années 70-80, qui s'est attaquée au problème de savoir comment tournent les galaxies. Donc, elle a regardé avec l'effet Doppler, toujours, et en lumière visible, comment les raies de la lumière visible pouvaient nous donner la vitesse. Alors, comment on fait? On étudie la courbe de rotation d'une galaxie. Alors, une galaxie, c'est un disque qui tourne autour du centre. Vous avez une partie, il y a des disques, des bras spiraux qui se développent dans le disque. Vous avez une région ici qui tourne, qui vient vers vous, donc la vitesse est plus bleue. Enfin, la vitesse vient vers vous, donc l'onde qu'elle émet est plus bleue. Vous voyez l'onde ici. Ici, on a une vitesse 0 qui est la vitesse du centre. Et puis, toute la matière qui s'éloigne par effet Doppler, c'est plus rouge. Donc, vous voyez un pic rouge ici dans le spectre. Et donc, c'est ça qui nous donne la courbe de rotation. Il y a une galaxie qui tourne. On peut tracer la courbe de rotation ici en fonction de la distance au centre. Et on voit que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui ne tombe pas. C'est-à-dire que normalement, on devrait, puisqu'il n'y a plus de matière à partir de ce rayon-là, par exemple, on devrait voir une courbe qui descend, comme dans le système solaire. Le Soleil est toute la masse, les planètes tournent autour, et puis lorsqu'on est très loin, et bien la vitesse de rotation descend et décroît, comme la Kepler. Vous avez des orbites keplériennes et ça décroît de façon keplérienne. Et là, ça ne décroît pas et c'est même plat. D'ailleurs, on voit, alors ensuite, on a détecté beaucoup plus de gaz autour des galaxies. Grâce à la radioastronomie, on a étendu notre spectre à 21 cm de longueur d'onde. C'est une longueur d'onde qu'on observe beaucoup à l'observatoire de Nancy, en Sologne. On a un grand télescope qui permet de détecter cela. Et cela détecte l'hydrogène atomique, qu'on appelle H1. C'est la première espèce de H, elle est neutre. Donc l'hydrogène atomique, c'est le composant principal de l'univers. Donc la galaxie est principalement faite de gaz et puis d'étoiles. Les étoiles, c'est du gaz chaud, très très chaud, qui sont concentrés. Alors ce dont on s'est aperçu en regardant ce gaz atomique, comme on le voit dans cette carte de la galaxie Messier 83, eh bien, c'est que le gaz s'étend beaucoup plus loin que les étoiles. Donc vous avez une galaxie qu'on a l'habitude de voir en galaxie optique, ici, une spirale, donc en onde, mettons, à 0,5 microns, donc optique, que vous voyez à l'œil. Et puis, dans ces ondes radio, on voit du gaz qui va beaucoup plus loin. Vous voyez que c'est un zoom. Et donc, la galaxie optique, elle est comprise dans cet anneau orange. Alors, c'est des fausses couleurs, bien sûr. C'est l'intensité de la raie à 21 cm, qui est la raie principale du plan fondamental de l'atome d'hydrogène. Et donc, vous voyez qu'on va 4 ou 5 fois plus loin que ce rayon. Donc, si dans une galaxie comme la nôtre, Messier 83, c'est un peu comme la nôtre, le Soleil est au bout, un tout petit peu. Donc ici, on aurait la vitesse de rotation en fonction du rayon. Le Soleil serait ici. Donc on a, en optique, on ne trace qu'une petite partie du rayon. Et avec le gaz, on peut aller beaucoup plus loin. C'est là qu'on s'est aperçu que ça restait plat indéfiniment, donc encore plus que ce qu'avait trouvé Vera Rubin. On a quelque chose qui a 10 fois plus que le rayon optique
est toujours plat. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de masse, et donc il y a bien un halo de matière noire invisible qu'on est toujours obligé de supposer. Là, vous avez la superposition de tas de courbes de rotation pour des milliers de galaxies, et c'est toujours plat. Donc là, tout le monde a été convaincu dans les années 75-80 qu'il y avait vraiment de la matière noire dans toutes les galaxies. Alors, on a aussi une façon de cartographier la matière noire dans les amas de galaxies, c'est par les ondes, les déviations des rayons lumineux, les lentilles gravitationnelles. Comme je l'ai présenté au début, on a ici un amas de galaxies, une grosse galaxie, la galaxie cannibale qui mange toutes les petites galaxies qui tombent dessus. On a un amas de galaxies, et puis on a des arcs ici, qui sont donc la déformation des galaxies de champ au lointain, un petit peu comme Vermeer, le géographe de Vermeer qui cartographie la Terre. Ici, on peut cartographier tout l'univers, et on peut donc faire des cartographies de la matière noire, visible, mais aussi noire. Alors, voici le principe. On a le télescope ici, on a une galaxie de fond, et puis on a un amas de galaxies, donc une grosse masse, qui joue le rôle d'une lentille. Et donc, vous voyez qu'on a un rayon lumineux qui passe ici, qui est dévié. Et donc, le télescope pense que la lumière vient d'ici. Ou alors, pour les rayons lumineux qui sont déviés en bas, elle vient d'ici. Donc, on a plusieurs images. On a des mirages gravitationnels, c'est-à-dire qu'on a plusieurs images de la même galaxie. Donc, ça, c'est des lentilles fortes. Donc, ici, il y a un petit dessin qui vous montre que si on a dans le fond des tas de galaxies quelconques, et qu'on place un amas de galaxies devant, on voit qu'on peut avoir des tas de déformations des galaxies de fond grâce à cette lentille gravitationnelle. On peut avoir des arcs, ou bien alors si c'est exactement au milieu, on peut avoir un anneau d'Einstein, c'est-à-dire un anneau comme l'anneau rouge ici. Et puis, on peut avoir aussi des formes de galaxies qui ne sont pas rondes, qui sont par exemple des galaxies spirales vues par la tranche. À ce moment-là, il faut avoir un grand nombre de galaxies pour savoir quelle est vraiment la déformation. Un petit peu comme lorsqu'on déplace la limaille de fer sur une planche, on a une image du champ magnétique. Donc, toutes ces galaxies de fond nous permettent d'avoir une cartographie de la matière noire. Ici, on voit bien que vous avez un cube de données avec la matière noire en rouge. Et puis, les galaxies bleues, on voit que les rayons lumineux sont déviés. Et puis, on voit plusieurs images. Et on arrive à détecter la cartographie. Alors, voici ce que fait ce qu'on appelle cisaillement gravitationnel, parce que ces images ne sont pas des lentilles fortes. C'est seulement toutes les images de la galaxie de fond qui sont un peu cisaillées, un peu déformées. Et donc, on en a des millions, en fait, de galaxies derrière. Donc, ça permet d'avoir une bonne image. Et donc, ici, on peut comparer l'image de la matière ordinaire qu'on a mis en rouge. C'est l'image du gaz X. On avait vu que dans un amas, c'est 10 fois plus que la masse des galaxies. Donc, on peut négliger la masse des galaxies. On prend juste la masse du gaz. Et puis, en bleu, c'est la carte que l'on a fait par les lentilles gravitationnelles de la matière totale. Donc, la différence entre les deux, c'est la matière noire. Et on compare, on veut savoir où est-ce qu'elles sont. Et ces deux, lorsqu'on compare les deux, vous voyez, le rouge et le bleu, c'est vraiment pratiquement au même endroit. Alors, il y a un tout petit peu d'écart de temps en temps, parce qu'il y a un petit peu d'erreur sur cette cartographie de matière invisible. On ne la voit pas, donc c'est quand même, ça dépend du modèle de lentille gravitationnelle que l'on fait. Mais on voit que là, il y a des vides, et que lorsqu'il y a un vide en galaxie de matière visible, eh bien, il n'y a pas de matière noire non plus. Donc la matière noire et la matière visible est au même endroit. Ça, c'est intéressant parce qu'on va voir, pour savoir quels sont les candidats de matière noire, il faut savoir où elle se trouve, cette matière noire. Elle se trouve exactement là où est la matière ordinaire. Et dans les vides, on n'a rien du tout. Alors, les types de matière noire que l'on a supposés, parce que là, c'est quand même un gros mystère, ils sont classés un petit peu par leur température. Qu'est-ce que ça veut dire, la température? Il y a de la matière noire chaude, froide et tiède. On a fait 3 simulations numériques ici, sur ordinateur, pour savoir comment on allait former ces galaxies dans tous ces cas de figure. Alors, pourquoi elle est appelée chaude? C'est que ce sont des petites particules très rapides, un peu comme les neutrinos, par exemple. Ils sont à des vitesses relativistes. À ce moment-là, c'est un petit peu comme des photons. Ils sont très chauds et ils ont une pression de radiation. Le rayonnement a une pression de radiation. Et cette pression de radiation empêche la gravité de former des petites structures, jusqu'à la limite à laquelle vont la lumière et les photons et les neutrinos, par exemple. Donc ici, vous avez une simulation dans le cas d'une matière chaude, des petites particules relativistes, donc. Et vous voyez que vous n'avez pas de petites structures, vous avez des filaments, ce qu'on appelle le web cosmique, la toile d'araignée cosmique, si vous voulez. Et puis on voit que lorsque la matière noire est faite de petites particules très, très rapides, eh bien on n'a pas de petites structures. Par contre, si c'est tiède ou froid, on a plein de structures, et ça correspond aux observations.
quand on regarde le nombre de galaxies en fonction de l'espace, on voit qu'on a des tas de petites structures. Donc finalement, on a pris la solution qui paraissait la plus compatible avec les données, et on appelle le candidat de matière le neutralino. Ça fait depuis 1985, on s'est aperçu que la matière invisible ne pouvait pas être la matière ordinaire, qu'on a ce candidat. Alors ce candidat, il n'appartient pas du tout au système de particules élémentaires classiques. On a des neutrons, protons, on a des quarks, etc. Et on est obligé de supposer que vous avez tout un miroir de supersymétrie, de particules supersymétriques. Et alors le gros problème aujourd'hui, c'est qu'au bout de 30 ou 40 ans, on s'est aperçu dans les accélérateurs de particules comme le CERN. Le CERN, en fait, c'est un collisionnaire de protons. On les accélère à une grande vitesse. Et dans cette collision de protons, on a énormément d'énergie qui se déploie. Et on a assez d'énergie pour former ces particules. Ces particules doivent à peu près faire 100 fois la masse du proton. Et on a eu cette énergie. On a détecté, par exemple, vous l'avez peut-être entendu, en 2012, on a détecté le boson de Higgs qui a fait un grand retentissement. Il a à peu près la bonne masse, en fait. Il a à peu près 100 fois la masse des protons. Bien, on a vu le boson de Higgs, mais on n'a pas vu ces particules de supersymétrie qui devraient être très, très stables, puisque depuis le début de l'âge de l'univers, depuis 13 milliards d'années, ces particules sont là. Donc, c'est vraiment le type de candidat que l'on a eu depuis 30 ans, et aujourd'hui, eh bien, il disparaît un petit peu. On est passé à 10 à 100 fois plus d'énergie, et on n'a pas vu. Alors, comment on sait un petit peu comment se comporte cette matière invisible? C'est qu'on fait des simulations. Ici, vous avez un exemple de simulation numérique sur ordinateur, où on peut simuler de grandes quantités d'univers, presque tout ce qui est visible dans l'univers, ce qu'on appelle notre horizon observable. Et là, vous voyez une grande simulation qui prend des millions d'heures de calcul et qui permet de faire une grande dynamique. Vous avez ici la toile cosmique et une série de zooms. On agrandit ce petit volume, par exemple, et vous voyez, ça donne ce volume-là. Et ensuite, on agrandit un peu la croisée de filaments. On voit que ça donne ceci. Et enfin, ceci, ici, vous avez une galaxie qui est uniquement la matière noire. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez énormément de petits satellites. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on ne voit pas autour de notre galaxie, la Voie lactée, les 4000 satellites qu'on s'attendrait à voir. Donc on voit que le type de matière noire n'est pas encore bon. Par contre, à grande échelle, ça marche très bien. Alors vous voyez un peu cette simulation numérique, on l'a représentée sur la même façon que font les observations, c'est-à-dire qu'on a des tranches d'univers. Ici, les bleus, c'est les observations. Chaque petit point est une galaxie observée. On l'observe en fonction de la profondeur. Comment on connaît la distance des galaxies? C'est par l'expansion de l'univers. On sait que la distance et la vitesse sont proportionnelles. Donc on mesure la vitesse par effet Doppler, on a la distance. Et on voit ces grands filaments. Ça, c'est dans les observations en bleu. Et puis, ça correspond aux simulations. On a ce grand filament aussi. La structure à grande échelle marche très très bien. Par contre, on a des gros problèmes à l'échelle des galaxies. On a trop de satellites. On a trop de concentration de matière noire dans les galaxies. Au centre de la Voie lactée, il n'y a pas vraiment de matière noire. Donc, il y a des tas de problèmes à l'échelle des galaxies, mais à grande échelle, ça marche très bien. Donc, on a déjà des réussites et puis des échecs. Il faut regarder. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a, depuis 1985, essayé de détecter ces particules. Alors, si par exemple, elles sont dans cette pièce, on pense que de temps en temps, elles doivent rencontrer un noyau de la matière, et le recul de ce noyau devrait donner un peu d'énergie et être détecté. Donc, on verrait peut-être, on a essayé pendant au moins 38 ans, de détecter ces particules par détection directe. Alors au début, il y avait comme détecteur du niobium, du germanium, quelque chose d'assez pur et qui ne soit pas radioactif, parce que les radioactifs feraient des petits éléments de détection. Et on les place, ces détecteurs, dans des tunnels, comme le Grand Sasso, le tunnel du Mont Blanc, vous voyez un petit exemple. Et aujourd'hui, on a maintenant, au début c'était quelques kilogrammes, maintenant on a des tonnes de détecteurs. Maintenant on a 8 tonnes de xénon. Le xénon est un gaz qui est très rare, donc, et en plus il ne se combine pas avec d'autres, donc c'est assez précieux. Et on l'a nettoyé pour qu'il n'y ait absolument aucun parti de xénon radioactif. Et là, finalement, depuis 38 ans, on a descendu la limite de probabilité de collision et on arrive à rien du tout. Donc on ne l'a pas détecté, mais déjà, même si ça semble être un échec, c'est quand même un grand progrès. On a éliminé beaucoup d'autres particules qui auraient pu être détectées. Donc on n'a rien détecté
ça, c'est aussi un problème pour notre solution de la matière noire. Donc, les candidats pour la matière noire, vous voyez, il y en a un grand nombre. Je ne pense pas que vous aurez le temps de lire toute la liste, mais c'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup d'imagination. On a le neutralino qu'on a cherché pendant 30 ans, et puis on a des neutrinos stériles, et puis je vais me concentrer sur l'action. L'action, c'est une particule qui est à la mode aujourd'hui pour essayer de remplacer le fameux neutralino, parce qu'on n'a pas vu de particules supersymétriques au CERN. Alors cette action, c'est quelque chose de très bizarre, parce qu'il a une masse très 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 petite, et comme vous le savez qu'en mécanique quantique, on a un certain principe d'incertitude, on ne peut pas mesurer à la fois la position et la vitesse de la particule, et donc on a une certaine constante h bar, l'incertitude de Heisenberg, et cette particule a une masse tellement petite que justement sa longueur de De Broglie, c'est-à-dire que la longueur de quantique finalement est très très grande. Et au lieu d'être 10-30 cm, ben, ça va être 3000 années-lumière. Donc c'est une particule quantique qui a une longueur de Broglie très grande. Il n'y a que les astronomes pour avoir ces idées aussi farfelues, mais en fait, c'est peut-être ça après tout. Donc on a fait des simulations de galaxies. Vous voyez 2 galaxies en interaction ici avec cette particule de matière noire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de fluctuations quantiques, hein, puisqu'on sait que le vide quantique est fait aussi de particules qui fluctuent. Et cette fluctuation qui est due à ce principe d'incertitude est une clé de la mécanique quantique. En fait, on a ces fluctuations. Ces fluctuations, elles ne sont pas amorties, comme par exemple si vous avez une interaction de galaxies, vous avez une grande déséquilibre, et puis ensuite, tout d'un coup, ça relaxe vers un état d'équilibre. Et là, ça ne peut pas parce que c'est l'origine quantique et c'est intrinsèque. Donc, vous aurez toujours ce déséquilibre de fluctuation. Et donc ça va nous donner une contrainte sur la masse de la matière noire. Si elle est trop petite, on aura trop de fluctuations et on n'arrivera pas à représenter les disques qui sont très fins, qui sont observés. Donc ici, vous voyez que lorsqu'on a un filament de la toile d'araignée cosmique, on a des galaxies qui se forment à l'intérieur des filaments. Et même dans les filaments, on a ces fluctuations quantiques qui arrivent ici, qui sont d'une échelle très grande. À toutes les échelles, vous avez ces fluctuations. Et donc ça a permis de contraindre un peu cette masse. Donc on ne peut pas tout faire en fait. Hein. On a des contraintes observationnelles dues aux galaxies qui nous empêchent de faire toutes les masses que l'on voudrait. Alors j'en arrive maintenant à une autre solution qu'on a pensée, hein, puisque tout d'un coup on n'a plus beaucoup de candidats pour la matière noire, c'est que finalement il se pourrait qu'elle n'existe pas vraiment. Et on attribue à Confucius, peut-être ce n'est pas Confucius qui a dit ça, mais qu'attraper un chat noir dans la sécurité de la nuit, c'est la chose la plus difficile qui soit. Et surtout si on n'a pas de chat. Ici, on a un chat, mais on n'a peut-être pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de matière noire? En fait, quand on regarde la matière noire, le besoin de matière noire vient du fait qu'on utilise la loi de Newton, ou d'Einstein, et pour nous, c'est pareil, parce que ce n'est pas relativiste. Donc, on a une loi de Newton, et si on extrapole Newton à des zones que l'on ne connaît pas, eh bien, on a besoin d'ajouter de matière noire. Mais comme il n'y a que la gravité qui présente cette anomalie, il suffit de modifier la loi de gravité pour que cette matière noire disparaisse. On va s'arranger pour trouver la bonne loi pour que ça disparaisse. Alors ça, c'est une hypothèse qu'avait émise Milgrom en 1983, juste au moment où on se rendait compte, on réalisait que la matière noire n'était pas faite de matière ordinaire, mais était faite de particules exotiques. Donc il avait remarqué que le rapport entre la masse dynamique, c'est-à-dire la masse que l'on peut calculer par la vitesse de la matière autour d'une galaxie, par exemple, donc c'est la masse dynamique, par rapport à la masse visible que l'on voit dans les étoiles et le gaz, eh bien ce rapport-là, lorsque l'accélération de la gravité, c'est-à-dire le champ de gravité, la force de gravité par unité de masse, est très grand, eh bien c'est égal à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière noire en fait. On n'a pas besoin de matière noire pour toutes les gravités fortes. Alors qu'est-ce que ça veut dire fort? Ça veut dire supérieur à une valeur qui est 11 ordres de grandeur en dessous de la gravité terrestre. Donc c'est très petit. Ce n'est qu'en champ faible qu'on a besoin de cette matière noire. Alors quand on regarde le système solaire, eh bien on n'a qu'un champ fort dans le système solaire. Il faut aller très très loin de la galaxie pour avoir un champ de gravité faible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un halo de matière noire dans le bord des galaxies. Au centre des galaxies comme la Voie lactée, il n'y en a pas besoin. Ou alors, il y en a besoin dans les galaxies naines, qui sont très faibles en masse. Donc, dès le centre de la galaxie, le champ est faible et on a besoin de matière noire. Donc, c'est connu depuis longtemps que dans les galaxies naines, on est dominé par la matière noire dès le début.
Alors que dans les grosses galaxies, on est dominé de matière noire qu'au bord, c'est des halos. Simplement parce que c'est uniquement lorsque le champ est faible qu'il faut changer la gravité, d'après Milgram. Donc quand on regarde, nous avons fait des simulations numériques pour savoir si les galaxies étaient stables dans cette hypothèse-là. Car il n'y a pas de matière noire, donc normalement la matière noire était supposée stabiliser les galaxies. Quand vous avez un disque qui est soumis à sa propre autogravité, il est très instable, il forme des petits grumeaux et des étoiles, etc. Alors qu'on pensait que le halo de matière noire, qui ne participe pas à cette instabilité, va stabiliser le disque. Eh bien, quand on fait des simulations avec la gravité modifiée, sans rajouter de matière noire, eh bien, la galaxie est stable. Elle est stable, mais elle forme aussi des spirales et des barres. Vous voyez une simulation avec les étoiles, le gaz. Le gaz résonne avec les étoiles. Et en fait, on obtient, ici, ce sont les simulations, mais vous voyez en noir et blanc, ce sont les observations. Donc, on a bien des anneaux de résonance autour des barres, on a des spirales. Toutes les structures observées sont obtenues avec la matière noire ou bien avec la gravité modifiée. Finalement, on n'arrive pas à distinguer. Et donc, la stabilité des galaxies et la formation des barres et des spirales n'est pas une contrainte pour la gravité modifiée. Alors, il y a un problème toutefois. Ça ne marche pas partout. Pour les galaxies, tout marche bien. La courbe de rotation est plate, parce que justement, au bord des galaxies, on a boosté la gravité avec la nouvelle loi. On n'a pas besoin de matière noire. Et par contre, dans les amas de galaxies, alors on a un tout petit problème, enfin un gros problème, c'est que, par exemple, vous avez ici une collision de deux galaxies, de deux amas de galaxies. Ce qu'on voit en rouge, c'est le gaz chaud, c'est-à-dire l'essentiel de la matière ordinaire. Donc vous avez ici l'image qui a été faite par le satellite X. Vous avez le gros amas et le petit amas qui est passé au travers, en rose ici, en rouge ici. Et puis en bleu, vous avez la matière totale dont on a fait la cartographie, la matière noire plus la matière visible. Et ce qu'on voit, c'est que les points blancs, ce sont les galaxies, la matière visible des galaxies, les étoiles. On voit que les deux amas se sont entrés en collision. Les étoiles et les galaxies, elles sont tellement loin les unes des autres qu'elles se traversent sans se voir. Par contre, le gaz, lui, il est arrêté par la viscosité du gaz. Et ce qu'on voit, c'est que la matière noire a suivi les étoiles, elle se traverse aussi. Donc ça veut dire que finalement, on a pu séparer la matière ordinaire et la matière noire. Alors vous me direz, ce n'est pas nouveau, puisque finalement, dans les galaxies comme la Voie lactée, on a la matière visible au centre et la matière noire au bord. Mais même malgré ce, quand on fait le calcul, eh bien, on n'a pas assez de champ faible pour avoir une gravité modifiée assez forte. Et donc, il faut autre chose. Alors, ça résout un tout petit peu le problème, mais il faut une autre type de matière, soit des neutrinos, ou soit de la matière noire baryonique. Alors, baryonique, ça veut dire ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre problème dont je n'ai pas parlé encore aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vu toute la matière ordinaire. Alors, quand on regarde les galaxies et les gaz dans des étoiles, on voit que 6% de la matière ordinaire. Donc 90% de la matière ordinaire, nos petits 5%, eh bien en fait on n'en voit que 0,5%. Alors on suppose que la matière ordinaire, elle va être dans le filament cosmique, cette toile d'araignée cosmique qu'on a représentée ici dans une simulation. Eh bien toute la matière ordinaire, elle va être là avec la matière noire. Alors on a pu observer en absorption devant des sources lointaines, on a pu observer que peut-être il y a une absorption de la Rayleigh-Man de l'hydrogène, que peut-être on pourrait y mettre 18% de la matière ordinaire. Peut-être que dans une matière qui est entre tiède et chaude, on pourrait mettre 10%. Mais en fait, même en poussant, il y a au moins les 2/3 de la matière ordinaire qui n'est pas identifiée. Donc on peut éventuellement la mettre dans les amas et puis sauver notre modèle de gravité modifiée. Alors j'aimerais dire 3 mots, peut-être avant de terminer, du télescope James Webb, puisque ce télescope a été lancé en Noël 2021 et a commencé à observer en juillet 2022. Et on va peut-être avoir aussi des informations sur la matière noire grâce à ce télescope. Il y a vraiment, en quelques mois, en plus de 6 mois, là, il a fait une révolution sur les galaxies. On a détecté des galaxies très très lointaines et on a vu 10 fois plus de disques de galaxies que ce qu'avait vu le télescope spatial Hubble. Avec ce qu'on connaissait jusqu'en 2022, on croyait que la séquence de Hubble que l'on voit ici, c'est-à-dire des structures spirales, des structures elliptiques, la fameuse diapason de Hubble, n'existait que jusqu'à la moitié de l'âge de l'univers.
Et en fait, c'est parce qu'on n'avait pas le bon filtre. Vous savez que le James Webb, c'est un télescope qui va dans l'infrarouge et qui suit les galaxies lorsque, avec l'expansion, leur lumière est décalée vers le rouge. Elle est décalée très très loin dans l'infrarouge et beaucoup plus loin. Et le Hubble, finalement, n'avait pas la bonne bande de fréquence. Donc, ce qu'on voyait avec le Hubble, c'était les amas d'étoiles qui se forment dans les galaxies et qui émettent un rayonnement UV. On ne pouvait pas aller assez loin. Donc là, on a observé beaucoup de choses, beaucoup de galaxies à disques, et surtout, on a observé des galaxies massives très tôt. Et ça pourrait mettre en cause notre modèle de matière noire, puisque dans le modèle standard, on s'attend à trouver des petites galaxies très tôt dans l'univers qui fusionnent et forment des grosses. Alors que dans certains modèles de galaxies de gravité modifiée, on peut former des galaxies massives très tôt. Donc, je montre juste un exemple de ce qu'on voyait avec le télescope Hubble, le Hubble Space Telescope ici. Chaque ligne est une galaxie et on a 6 bandes de lumière de James Webb et puis 4 bandes de HST. Vous voyez qu'on voit des galaxies qui sont un petit peu en grumeaux, mais quand on regarde dans les bandes infrarouges, on voit qu'il s'agit d'une galaxie spirale, barrée ou une spirale, etc. Ce qu'on ne voyait pas dans le Hubble, maintenant on le voit dans le James Webb. Donc j'en finirai ici en disant que finalement, voilà l'état de nos connaissances aujourd'hui. On a vraiment un puzzle qui n'est toujours pas résolu. On sait que les galaxies et le gaz, les étoiles et le gaz dans les galaxies ne font que 0,5% du total du contenu de l'univers. On sait tout de même que la matière ordinaire fait 5%, mais on ne l'a pas toute vue. On suppose qu'il y a une matière noire exotique. Alors on ne connaît rien du tout de ces particules, et même la masse, on peut s'étaler sur 34 ordres de grandeur, on ne la connaît pas du tout. On le recherche depuis 38 ans, mais on n'a rien vu. Ou alors, il y a une gravité modifiée qui ferait peut-être une 5e force. Donc, merci beaucoup et je suis ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup pour cet entretien, cet exposé passionnant et très très riche et complexe pour les novices. Je me demandais, parce que là vous avez fait un petit peu un état des lieux des recherches, c'est intéressant de voir qu'il y a des publications extrêmement nombreuses et permanentes, et je me posais la question de comment s'organisent justement les recherches entre les laboratoires tout autour du monde, et quel rôle jouait l'intuition dans ces recherches. Alors, pour la collaboration entre les chercheurs, en fait, on travaille sur plusieurs des problèmes. J'ai décrit quelques-uns, des mystères que l'on a encore à résoudre. On a beaucoup de questions. Et chacun choisit son sujet selon ce qu'il préfère, et selon ses compétences, etc. Donc, tout le monde travaille sur des sujets variés et on choisit son sujet. Maintenant, on est en collaboration, c'est-à-dire que très souvent on se parle, il y a beaucoup de colloques, donc on voit un petit peu ce que font les autres. On fait quelque chose de complémentaire, on ne fait pas jamais la même chose. On a par exemple des simulations numériques où on va contraindre la masse des particules, ou bien on a d'autres simulations qui vont éliminer un modèle parce que, en comparaison avec l'observation, ça ne marche pas. Et puis aussi, il y a des observations. On observe avec des télescopes qui sont un peu communs. On a parlé de Hubble Space Telescope, le James Webb, on a parlé d'autres au sol qui sont le Very Large Telescope de l'ESO. Alors tout cela, tous ces télescopes, il y a des comités de programme qui choisissent les meilleurs programmes. Donc par exemple, le dernier appel à programme du James Webb, on a reçu 1600 proposés. Donc 1600 personnes ont proposé d'observer par exemple quelques heures ou une nuit ou 2 nuits. Et donc, il y a un comité de programme qui choisit les meilleurs et on reçoit donc les observations. Il faut savoir que lorsqu'on réussit à avoir du temps de télescope et qu'on reçoit ces données, on a un temps de propriété qui est d'1 an. Donc, au bout d'1 an, il devient public et tout le monde a accès à ces observations. Donc, ça permet de ne pas les laisser dormir dans un coin d'un tiroir, donc d'exploiter à fond les télescopes, et puis de mettre une certaine pression à celui qui a demandé du temps et qui en a, et qui a des observations, et est obligé de publier très vite pour ne pas se faire passer devant par un autre. Enfin, c'est pas aussi dramatique que ça, parce que l'autre personne qui ensuite pourra prendre les données au bout d'1 an aura d'autres idées, c'est-à-dire qu'il va les exploiter autrement. Donc ces données vont être utiles à plusieurs buts. Et donc, mais enfin, de toute façon, on a souvent des dates limites sur les télescopes presque tous les mois. Et donc, si on a la chance d'avoir une dizaine de projets acceptés, il faut faire une dizaine de papiers très vite dans l'année. Et ça, on est sans arrêt sous pression pour avoir. Et donc là, enfin, vous nous avez
parlé donc de ce télescope James Webb. Est-ce qu'on peut juste peut-être dire un mot de ce télescope spatial Euclide qui va être lancé en juillet, qui est un télescope européen? Oui. Alors ça, c'est un télescope qui est spécialisé, un télescope spatial qui est dans le visible et le proche infrarouge. Et un petit peu comme le Hubble, en fait, mais le Hubble avait des champs très très profonds, mais avec un champ de vue très petit. Donc même en 30 ans, il n'a pas fait toute la cartographie du ciel du tout, il n'a fait que des petits champs. Le ciel est très très grand, hein. Donc on sait que par exemple, dans une minute carrée du ciel, tout petit, on a 3000 galaxies hein, qu'on peut détecter. Donc là, on a, dans notre horizon observable, on a 2000 milliards de galaxies, donc il y avait encore beaucoup à faire. Donc Euclide a pris le choix d'avoir un très grand champ. Donc on fera 15 000 degrés carrés et on aura 12 milliards de galaxies. Donc heureusement qu'il y a de l'intelligence artificielle pour dépouiller tout ça. Mais au bout de 5 ans, on les aura toutes faites et on aura aussi leur distance. Donc ça nous permettra d'avoir des jalons pour lorsqu'on observe très loin des galaxies lointaines, on va remonter dans le temps. Donc on aura une histoire de l'expansion de l'univers. On saura à quelle époque cette énergie noire est arrivée. Pour l'instant, tout ce qu'on connaît, c'est vraiment assez local. Hein, on ne remonte pas tellement dans le temps. Donc ça correspond à une constante cosmologique, celle qu'avait imaginée Einstein au début du XXe siècle. Donc ici, on ne sait pas du tout si c'est vraiment une constante ou bien c'est quelque chose de dynamique, une énergie noire qui fera un cinquième élément. En fait, on a déterminé 4, mais on n'a pas le cinquième élément. Donc tout ça, on va le faire de façon statistique. C'est-à-dire que sur les 12 milliards, on va pouvoir savoir à quel moment cette énergie noire a été introduite. Du coup, ces deux télescopes sont complémentaires, enfin, Tout à fait, tout à fait. Le James Webb, lui, il a une taille plus grande, 6 mètres de diamètre, et puis il a des longueurs d'onde qui vont jusqu'à 28 microns. Donc les longueurs d'onde visibles, c'est 0,5 microns. L'infrarouge proche, c'est 2 microns, mais ensuite on va jusqu'à 28, et donc on remonte le temps en suivant les galaxies avec leur décalage vers le rouge. Avant de prendre les questions qui nous arrivent là sur le chat, je voulais juste repréciser une chose voilà, qui est très interpellante lorsqu'on a préparé cet entretien. Vous nous avez dit le ciel est presque fini et j'aurais voulu juste que vous reveniez sur ce presque. En fait, le problème, c'est qu'on ne pourra jamais vérifier. Dans la théorie, on sait que l'expansion de l'univers est accélérée et ça correspond à un modèle des équations d'Einstein tel que l'univers est infini. Parce que la courbure est plate. Donc la courbure est nulle, l'univers est plat, en quelque sorte, tu peux dire. Mais pour qu'il soit fini, il aurait fallu que la courbure soit positive. Alors l'équation d'Einstein nous donne la géométrie de l'univers, courbure plate, positive, négative, en fonction de la quantité de matière. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de matière pour rendre l'univers fini. Donc il est infini, mais on ne le saura pas. Pourquoi? Parce que notre horizon est fini. C'est l'horizon qui est fini. Notre horizon, c'est quoi? Lorsque on remonte, on va très très loin dans l'univers, en fait, on voit des galaxies qui sont tellement loin, par exemple à 10 milliards d'années-lumière. La lumière a mis 10 milliards d'années à nous parvenir. Donc, on voit la galaxie telle qu'elle était à l'époque. On remonte le temps et on remonte jusqu'au Big Bang. Le Big Bang est à 13,8 milliards d'années. Donc, c'est ça notre horizon. On n'arrivera pas à aller plus loin. Donc, il y a certainement des tas de galaxies au-delà, mais qui n'ont pas pu nous fournir un seul photon. Donc, on ne saura pas s'il est infini. En fait, dans les modèles, il est infini. Donc, voilà, presque. Nous allons à présent prendre quelques questions du chat. Alors, sur les particules que vous nous avez présentées, ces particules candidates sont-elles toutes hypothétiques? Absolument. Il n'y a aucune particule élémentaire dans le modèle standard qui soit candidat pour une matière noire. Elles sont toutes visibles. Donc, toutes les particules sont hypothétiques. Donc, il y avait cette fameuse particule supersymétrique. On supposait qu'il y avait exactement un miroir des particules élémentaires connues dans un univers hypothétique de supersymétrie. On avait un symétrique, en quelque sorte. Et puis, toutes ces particules ont disparu. On n'en a vu aucune dans l'accélérateur du CERN, où on avait l'énergie pour les produire. Parce que lorsqu'on a vraiment une collision de protons très, très énergique, on est un petit peu comme dans le Big Bang, en fait. Au début du Big Bang, on a beaucoup d'énergie, on n'a que de la lumière, en fait. Et puis, les particules, cette lumière crée matière-antimatière. Et ces particules, elles se créent au fur et à mesure, lorsque l'univers refroidit dans l'expansion.
Et aujourd'hui, on a des photons qui sont maintenant à 3 degrés Kelvin, c'est le rayonnement fossile du Big Bang. Et bien là, on était dans un petit Big Bang au CERN, on aurait pu voir toutes ces particules et on n'en a vu aucune. Alors, excusez-moi, je vous pose une question extrêmement triviale, mais est-ce que parfois cela apporte une forme de déception de chercher sans trouver et de découragement? On ne se décourage jamais, non? On ne décourage jamais. En fait, on rebondit parce que s'il n'y a pas ces particules, ben, il y a une autre théorie. Et donc, on cherche autre chose et ça veut dire qu'il y a peut-être des choses encore plus passionnantes à découvrir. Comment peut-on mesurer la quantité de matière baryonique que l'on ne peut pas observer? Alors, parfois, je vous pose des questions, oui, je ne suis ça, pas c'est toujours très sûre de comprendre le très sens. intéressante. C'est que il y a plusieurs observations qui nous donnent ces 5% de matière baryonique, 5% de matière ordinaire. Il y a d'abord quelque chose qui avait été découvert par Gamov dans les années 50-60, un physicien russe très particulier, et qui avait remarqué que les premiers éléments légers se formaient dans le Big Bang. Donc dans le Big Bang, on a des protons, des neutrons, qui c'est très très chaud, hein, c'est des milliards de degrés, donc on a une petite réacteur nucléaire qui forme les éléments deutérium, hélium, lithium, c'est les éléments légers. L'hélium, c'est celui qu'on a découvert dans le Soleil, puisque Hélios, c'est le Soleil. Donc la première fois qu'on l'a vu, c'était à la surface du Soleil. Et en effet, il y a 25% en masse d'hélium. Et cet hélium que l'on voit à la surface du Soleil vient du Big Bang. Hein, parce qu'en fait, dans le Soleil, en effet, on a un petit réacteur nucléaire de fusion. On fusionne l'hydrogène en hélium aussi, deutérium, hélium, mais avec un taux tellement faible que c'est le Big Bang qui nous donne tout l'hélium. Hein. Le hélium ensuite devient carbone, oxygène, azote, etc. Et donc l'hélium que l'on voit dans le Soleil vient du Big Bang. Donc dans toutes les étoiles aussi. Donc ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il n'y a que le Big Bang qui donne cette abondance de deutérium, d'hélium. Et pour qu'on ait cette abondance, il faut qu'il y ait 5% de matière ordinaire. Si on a plus, on n'a pas cette abondance-là. Donc ça, c'est un premier élément. Il y en a un deuxième où on a observé le rayonnement fossile du Big Bang. Et ça, on a des cartes de satellites Planck qui étaient lancées par l'ESA, justement. Il y avait des satellites américains, Kobe, WMAP, qui avaient déjà fait une carte du ciel dans les micro-ondes. Un micro-ondes, ça veut dire 2 mm de longueur d'onde, c'est ce que vous avez dans vos fours micro-ondes. C'est une lumière qui réchauffe, en quelque sorte. Et donc, ce 2 mm de longueur d'onde, on a pu faire la carte du ciel. Et on a vu que les photons dansaient avec la matière ordinaire. Il y avait des ondes acoustiques. On a mesuré la taille et on a vu que ces ondes acoustiques n'avaient la bonne forme que si on avait aussi 5% de matière ordinaire. Donc ça, c'est une deuxième observation complètement indépendante qui confirme ça. Et puis, on a aussi les lentilles gravitationnelles qui confirment 5% et 25% de matière noire et ordinaire. Donc, on a beaucoup d'éléments qui convergent vers ce 5% alors qu'on ne l'a pas vu. Hein, on n'a vu que 0,5%. Donc, on sait qu'elle existe et puis il suffit de la découvrir. Même si on ne la voit pas, il suffit de savoir où elle est. Par exemple, quand on a le Soleil, hein, on sait qu'il y a plein de masse dans le Soleil, mais on ne la voit pas. On voit que la surface. Et vous pouvez savoir que c'est de la matière ordinaire, c'est du gaz, d'hydrogène. Donc, on n'a pas besoin de la voir pour savoir qu'elle est là. Donc, c'est ça qu'on ne l'a pas vue, cette matière, mais on ne sait pas où elle est. Dès qu'on saura qu'elle est dans les filaments, etc., et bien on dira, bon, elle est là, et puis on sait qu'il y en a 5%. Et je lisais qu'il était aussi question de recréer les éléments du Big Bang pour essayer justement d'identifier voilà, mais ça, c'est ce qu'on fait dans le CERN. Voilà, ouais, ouais. Voilà. Et donc, on a la particule que l'on pensait, le neutralino, devrait être 100 fois la masse du proton. On l'a obtenue dans la collision. On a obtenu une énergie bien plus grande que 100 fois la masse du proton, même 1000 fois, etc. Et rien n'est apparu. La particule que l'on cherchait n'est pas apparue au CERN. Là, je crois que c'est la preuve la plus convaincante que cette particule n'est pas là. Donc il y a autre chose à imaginer. C'est pour ça qu'on a imaginé les actions. On a une neutrino stérile ou alors gravité modifiée. Mais donc, toutes ces pistes sont à explorer. On ne sait pas laquelle va être la bonne. Une autre question qui nous arrive sur le chat. Comment fait-on des recherches sur l'énergie noire? Alors justement, Euclide va nous le faire. Comment on fait? L'énergie noire, c'est quelque chose qui est partout. Hein. Elle n'est pas concentrée. Ce n'est pas de la masse qui s'effondre. Donc elle est diluée partout, avec une constante. Et ce qu'on aimerait savoir, parce qu'on la connaît maintenant aujourd'hui, c'est 70% du contenu, mais localement et dans notre époque aujourd'hui. Et on voudrait savoir comment elle a évolué, si elle est dynamique, si
si c'était une constante vraiment, ou bien si elle était plus forte, plus faible dans le passé, comment elle évolue. Et pour ça, il faut connaître l'expansion, le taux d'expansion de l'univers, puisque c'est elle qui fait accélérer l'expansion. Donc s'il n'y avait pas d'énergie noire, l'expansion continuerait l'expansion, mais ralentie. Parce que là, l'expansion s'accélère de façon exponentielle. Et donc si on a la position des galaxies à toutes les époques, on saura quelle est l'expansion. En fait, c'est comme un ballon qui gonfle et qui a des petits raisins dessus. La position des raisins nous donne la taille du ballon. Donc, avec Euclide, on aura ces 12 milliards de galaxies à toutes les époques. On saura quelle était la loi d'expansion de l'univers dans le passé. Et donc Euclide, c'est une mission c'est 6 ans, ça, je crois? Oui, 5 ou 6 ans. 6 ans. Au bout de 5 ou 6 ans, alors déjà, on aura beaucoup de résultats parce que nous, on travaille sur les galaxies. Donc, on aura peut-être des millions de galaxies dès la première année. Et donc, déjà, la première année, on aura des tas de choses à faire. Mais pour avoir la statistique nécessaire, pour avoir la loi d'expansion de l'univers en fonction du temps, il va falloir attendre 5 ans pour avoir les 12 milliards attendus. On parle depuis 2018 de détecter la matière noire grâce à des paléodétecteurs, des minerais enfouis. Qu'en pensez-vous? Alors là, je pense que c'est difficile, hein, parce que la matière noire ne se concentre pas. Donc, elle n'émet pas de lumière, elle n'interagit pas avec la lumière, donc elle ne peut pas se fragmenter. Les étoiles, par exemple, c'est fait du gaz d'hydrogène. Donc, dans une galaxie, lorsque la galaxie est à l'équilibre, le gaz qui ensuite va s'effondrer en étoile va le faire de façon très rapide, de façon exponentielle, parce qu'il rayonne. Donc, il perd son énergie, il peut se concentrer. La matière noire ne peut pas être concentrée. Donc, elle est un halo autour de la galaxie et ne se concentre pas dans des matériaux denses, etc. Elle sera toujours très, très diluée. Donc, on ne la verra pas dans les matériaux. Donc là, je crois que c'est un petit peu... ce n'est pas une solution. J'aurais aimé peut-être que l'on aborde également la dimension, la question de la recherche aujourd'hui en France et peut-être une question un peu plus personnelle sur vous. Comment était née votre passion pour les sciences de l'univers? Oui, en fait, je n'étais pas comme certains de mes collègues qui étaient astronomes dès leur adolescence. Il y avait des petits télescopes dans les jardins. Ce n'était pas mon cas. Moi, je suis myope, donc je ne voyais rien de toute façon. Donc, je voyais de très beaux ciels étoilés, mais j'avais plutôt un aspect plus théorique, de savoir d'où tout cela venait, etc. Et j'ai regardé certains grands chercheurs, je ne sais pas, Copernic, mais peut-être Pasteur aussi, qui avaient fait beaucoup de découvertes et qui avaient changé finalement beaucoup la vie humaine, en fait. Marie Curie, bien sûr, et d'autres. Et donc, lorsque je fait l'école normale pour essayer de faire de la physique et de chercher dans un domaine particulier, il fallait à un certain moment choisir un sujet pour une thèse de troisième cycle. Il y avait une petite thèse qu'on appellerait master aujourd'hui, mais qui est une thèse de troisième cycle. Donc j'avais visité beaucoup de laboratoires et en visitant celui de Erich Schatzmann et Roland Omnes, qui était en train de travailler sur la cosmologie pour reconstruire l'univers de façon symétrique. Alors ça m'avait un peu fasciné parce que moi je croyais qu'on connaissait tout. Après un Big Bang, on connaissait un petit peu tout ce qui se passait. Ben non, pas du tout. Donc en fait, ils avaient eu l'idée de dire qu'il y avait complète symétrie entre la matière et l'antimatière lorsqu'on le forme à partir de l'énergie au départ. Donc il y avait des galaxies d'un côté et des anti-galaxies de l'autre qui pouvaient s'annihiler lorsqu'elles se rencontraient. Et donc c'était un modèle comme un autre. Je me suis dit on va essayer de tester ça. Et notre contribution, ça a été de faire de la physique nucléaire pour savoir justement comment on formait les éléments dans le Big Bang, comme Gamow l'avait fait dans les années 60. Mais lui, c'était avec de la matière seulement. Nous, on avait mis des antimatières, des neutrinos, etc. On avait résolu les équations de la physique nucléaire. Et on ne formait pas du tout le deutérium et l'hélium dans les bonnes quantités. Donc, ça montrait que ça ne marchait pas. Et on avait des collègues, on se réunissait tous les mois pour avoir un petit peu l'état d'avancement des travaux. Donc, il y avait Jean-Loup Puget qui était là et qui regardait un peu le nombre de rayons gamma qu'on devrait voir à l'annihilation des galaxies, anti-galaxies. À l'époque, c'était juste à la limite où on commençait à pouvoir détecter ces rayons gamma. Et on commençait à voir que ça ne marchait pas, c'est-à-dire qu'on aurait dû voir beaucoup plus de rayons gamma qu'on ne voit réellement, parce qu'il aurait dû avoir des annihilations. Donc progressivement, durant l'année, on a fait tomber le modèle. Mais il faut bien dire qu'il a été repris par la suite parce qu'on n'a toujours pas trouvé dans les accélérateurs pourquoi la matière et l'antimatière est dissymétrique. Et on est obligé de supposer qu'on a une asymétrie, on a 1 milliardième de plus de matière que d'antimatière, on ne sait pas pourquoi. Mais sinon, tout serait annihilé. Donc, en fait, tout s'est annihilé
sauf un milliardième, et c'est pour ça que nous sommes là. Et je précise aussi que vous avez gagné de nombreux prix pour vos recherches, notamment la médaille d'or du CNRS il y a 3 ans, en 2020. Et aujourd'hui, en France, est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes gens qui s'intéressent à ce domaine de recherche? Est-ce que c'est très dynamique? Alors oui, il y a le domaine de l'astrophysique attire pas mal, parce qu'il y a énormément de choses. C'est de la physique de toutes sortes. Il y a la thermodynamique, il y a la gravité, il y a la physique nucléaire, il y a du milieu interstellaire où il y a plein de molécules. On peut même penser à de la chimie interstellaire, il y a de l'astrobiologie. On découvre des tas d'exoplanètes avec peut-être de la vie sur une autre planète. Donc il y a un petit peu toutes les physiques, et donc on a des gens qui sont attirés, mais il n'y a pas beaucoup de postes non plus. Donc il y a beaucoup de jeunes qui font une thèse en astrophysique, puis ensuite qui se recasent ailleurs, car il est difficile d'avoir un grand nombre d'astronomes. Quand même, on est assez nombreux, mais on n'a pas de poste pour tout le monde. Donc certains, mais ils sont très contents d'avoir fait une thèse en astrophysique, d'avoir connu des choses, et puis ils vont peut-être ils ont été formés à l'informatique et ils vont trouver un job dans l'informatique. Mais je crois qu'on en a peut-être moins que qu'on pourrait avoir, parce que globalement, sur toute la science en physique, on a moins de personnes, de jeunes personnes qui se dirigent vers la science physique. Il y en a beaucoup plus sur la finance, le droit, etc. Mais il y a un défaut, mais dans tous les pays, pas qu'en France, un défaut d'attractivité de la science par rapport aux autres professions. Et vous nous disiez cependant que ces domaines de recherche en France, grâce notamment aussi à l'échelle européenne, sont assez bien dotés, assez bien financés. C'est tout à fait vrai. On a de la chance en astrophysique, parce que d'autres domaines comme la biologie, la France ne dépense pas assez pour la recherche publique surtout. Mais en astrophysique, on a déjà fait une Union européenne, si on peut dire, en 1960, lorsqu'il s'est agi d'aller dans l'hémisphère sud, parce que chaque pays avait son télescope dans l'hémisphère nord. Mais pour aller au Chili, par exemple, on a trouvé un site formidable, très sec, très élevé, il fallait quand même beaucoup de budget. Donc les Européens se sont mis ensemble et on a construit l'Observatoire européen austral, qui progressivement a pris beaucoup plus d'ampleur. Et aujourd'hui, on va former un télescope de 40 mètres de diamètre que même les Américains n'ont pas. Donc les Américains n'ont pas fait l'union même fédérale, c'est-à-dire qu'ils ont des télescopes en Californie, des télescopes en Arizona, etc. Ils ne se sont pas mis ensemble, alors que l'Europe, pour une fois, s'est mis ensemble pour faire tous les télescopes. Donc c'est pour ça qu'en européen, on a les plus grands télescopes au monde. Alors ça, c'est l'optique. Mais par contre, en radioastronomie, le monde entier s'est mis ensemble pour faire ALMA. On a les Américains, les Européens, les Asiatiques, et surtout SKA, qui est le Square Kilometer Array, de basse fréquence. Et là, on a tout le monde, on a aussi les Chinois, les Indiens, et vraiment tout le monde. Donc il n'y a plus de compétition, on a tous le même télescope. Il y a cette question également du rapport des femmes au monde scientifique. Vous-même, vous essayez de motiver et d'attirer les jeunes femmes vers ces domaines de recherche. Oui, ça c'est très important, parce qu'on a remarqué en effet qu'il y a encore des stéréotypes, qui, soi-disant, les femmes seraient plus bonnes en lettres et les garçons en sciences. C'est pas vrai du tout. Je dirais même que parfois, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont bonnes en tout, c'est-à-dire à la fois en sciences et en lettres, et alors que les garçons sont bons en sciences. Finalement, elles disent, finalement, les garçons sont... Je vais aller en lettres, ils ont le choix. Et finalement, elles choisissent les lettres à cause du stéréotype, en disant, c'est pas pour moi les sciences, et sans doute les garçons sont plus forts. Et c'est pas vrai du tout. Et donc, il faut peut-être se battre avec ces stéréotypes et ces préjugés. Mais une fois que la personne a pensé que sa vocation était en sciences, elle y arrive très bien. Mais actuellement, on a à peu près 30% de femmes en sciences, en recherche. Donc, c'est pas quand même dramatique, mais on pourrait avoir beaucoup plus. Et vous avez le sentiment, vous, qu'il y a suffisamment de passerelles aussi, de vulgarisation pour informer le grand public de tout l'état des recherches aujourd'hui? On essaie. Je pense que beaucoup de chercheurs, de mes collègues, pensent qu'en effet, c'est un devoir d'aller... disons, propager notre connaissance, puisque finalement, on est payé par toute la société pour faire notre travail, et que la société a des interrogations, des curiosités, et donc c'est tout à fait juste que nous allons faire des conférences pour essayer de diffuser ces connaissances qu'on a obtenues, surtout que ça croît de façon exponentielle, et que vraiment, tous les 3-4 ans, il faut recommencer tout. Il y a vraiment une science qui évolue beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire.
Alors, il y a quand même des émissions à la télévision, RT Campus en été, il y en a pas mal quand même. Il ne faut pas trop être défaitiste, hein. Il y en a, évidemment, il y a beaucoup plus d'autres émissions de variété que ça, mais c'est normal que les gens quand même se divertissent. Mais la science, c'est quand même, attire les gens quand même pour la curiosité, donc je pense qu'il y en a quand même à la télévision. Je vous propose que l'on prenne une dernière question du chat pour revenir à voilà, notre objet premier. Pourquoi appeler la gravité modifiée cinquième force? N'est-ce pas la même force, la gravité? Non, et non, évidemment, quand on doit modifier la gravité, on doit rajouter des termes qui sont équivalents à une cinquième force. Donc on rajoute un champ scalaire, je ne vais pas en 3 secondes le dire, mais toutes les gravités modifiées rajoutent une force. Donc on a une cinquième force. Je vous remercie infiniment pour cet entretien, Merci. pour voilà, cette masterclass. On voulait vous rappeler que toutes les conférences qui se déroulent ici au Collège de France sont en accès libre. Donc on vous invite bien sûr à venir écouter et Madame Combe et vos collègues, que ce sont des conférences que l'on peut retrouver aussi hein, sur le site du Collège de France. Quant à Arte Campus, on peut retrouver cette masterclass en replay sur le site. Et on vous encourage à vous abonner à la newsletter pour avoir toutes les informations des prochains événements proposés par Arte Campus. Madame Combe, un immense merci. Merci. À vous. Merci beaucoup.